Les farces sont censées être inoffensives, un rire rapide, une simple plaisanterie. Mais parfois, ce qui commence comme un jeu prend une tournure sombre. Lorsque la peur, le choc ou un mauvais timing prennent le dessus, les résultats peuvent être tragiques. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 histoires vraies de farces qui ont horriblement mal tourné. Des actes destinés à faire rire qui se sont soldés par un désastre, laissant derrière eux des questions, de la culpabilité et des vies changées à jamais. C'était le 23 avril 2010 à Katara, une banlieue près de Newcastle, en Australie. Gianni Catanzaro, un ouvrier du bâtiment, terminait son service sur un chantier de construction. Il devait se marier le lendemain. Ses collègues le savaient. Mais au lieu de célébrer l'événement, ils ont décidé de faire ce qu'ils pensaient être une farce amusante. Cette soi-disant blague allait changer la vie de Gianni pour toujours. Gianni était connu pour être un travailleur acharné, discret, fiable et concentré. Il attendait avec impatience le jour de son mariage, excité à l'idée de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Mais alors qu'il était sur le chantier cet après-midi-là, 2 collègues l'ont soudainement attrapé. Sans avertissement, l'un d'eux l'a frappé à l'entrejambe. Avant qu'il ne puisse réagir, ils l'ont poussé contre une clôture et ont commencé à lui enrouler du ruban adhésif autour des poignets et des chevilles. Ils l'ont attaché si serré qu'il ne pouvait plus bouger. Ensuite, l'un d'eux a sorti un couteau et a coupé ses vêtements, ne le laissant qu'en sous-vêtements. D'autres ouvriers ont commencé à se joindre à la scène. Ils lui ont jeté des œufs, tout en riant, regardant le jaune couler sur son corps. Gianni ne pouvait ni se défendre, ni s'échapper. Pour eux, c'était un divertissement. Pour Gianni, c'était humiliant et douloureux. Mais les choses étaient sur le point de s'aggraver considérablement. Son superviseur, Leonardo Zacciardelli, a pris un bidon d'essence et l'a versé sur le sol près des pieds de Gianni. Il a créé un cercle de carburant autour de la zone où Gianni était attaché. Sans dire un mot, il a allumé une allumette. Les flammes ont éclaté instantanément, filant sur le carburant vers Gianni. L'incendie s'est propagé rapidement, poussé par le vent. Il a grimpé vers ses jambes et son corps alors qu'il luttait pour se libérer. La panique l'a envahi. Il pouvait sentir la chaleur se rapprocher. Désespérément, Gianni s'est battu contre le ruban adhésif. Après quelques instants, ses poignets se sont libérés et il a réussi à se détacher. Mais alors qu'il essayait de courir, il a trébuché et est tombé directement dans les flammes. Sa peau brûlait et il criait à l'aide. Un des ouvriers s'est finalement précipité pour le traîner dehors, mais le mal était déjà fait. Gianni a subi de graves brûlures aux jambes et sur d'autres parties du corps. Les médecins ont déclaré qu'il aurait besoin de greffe de peau et d'une longue période de convalescence. Son mariage, qui devait avoir lieu le lendemain, a dû être reporté. La lune de miel a été annulée. Au lieu de marcher dans l'allée, Gianni était allongé dans un lit d'hôpital, confiné à un fauteuil roulant et devant faire face à des visites quotidiennes à l'hôpital. Les ouvriers avaient pris des photos de la farce sur leur téléphone, montrant chaque étape, du ruban adhésif aux œufs et à l'allumage du feu. Ces images ont ensuite été utilisées au tribunal comme preuve, mais les conséquences n'ont fait qu'ajouter à sa douleur. Gianni a perdu son emploi parce qu'il ne pouvait pas travailler pendant sa convalescence. La même entreprise qu'il employait l'a licencié. Finalement, l'affaire a été portée devant la cour industrielle de Nouvelle-Galles du Sud. Plusieurs travailleurs ont été sanctionnés. Leonardo Zacciardelli, le superviseur qui a versé le carburant et allumé le feu, a plaidé coupable. Il a été condamné à une amende de 2 000 $, a payé 8 000 $ de frais de justice et a remboursé 16 000 $ pour le traitement médical de Gianni. 2 autres travailleurs ont été condamnés à une amende, tandis que 2 autres ont été mis à l'épreuve. Aucun d'eux n'a été emprisonné. La vie de Gianni a été changée de manière permanente. Ce que ses collègues appelaient une farce inoffensive lui a laissé des cicatrices physiques et émotionnelles durables. Ses projets de mariage ont été anéantis, son emploi perdu et sa confiance envers les personnes avec qui il travaillait a été brisée. Ce jour à Katara était censé marquer le début de sa nouvelle vie. Au lieu de cela, c'est devenu un souvenir qu'il porterait avec lui pour toujours. Tout cela à cause d'une blague qui est allée trop loin. C'était le 3 septembre 2018 dans le district de Kolhapur, au Maharashtra, en Inde. À l'intérieur d'une fonderie de métaux, les ouvriers terminaient une autre longue journée de travail. Parmi eux se trouvait Aditya Jadhav. Il travaillait là depuis un certain temps, effectuant ses tâches habituelles. Rien d'inhabituel ne semblait se produire ce jour-là jusqu'à ce qu'il croise son superviseur, Rakesh Wakmar. À l'usine, plaisanter était courant. Les ouvriers utilisaient souvent des tuyaux d'air comprimé pour nettoyer leurs vêtements ou se rafraîchir. Mais ce jour-là, une farce s'est transformée en quelque chose qui allait tout changer. Des images de vidéosurveillance montrent Aditya marchant vers Rakesh, souriant et riant. Rakesh tenait un tuyau d'air comprimé, un outil utilisé pour nettoyer les machines. Au début, il a dirigé l'air vers le dos et le cou d'Aditya, et Aditya a réagi nonchalamment, se tournant même légèrement pour laisser l'air atteindre une plus grande partie de son dos. Cela ressemblait à un jeu inoffensif entre collègues. Puis soudain, Rakesh a pris le tuyau et l'a inséré à l'intérieur de l'arrière du pantalon d'Aditya. Il a appuyé sur la gâchette et a libéré un puissant souffle d'air vers son corps. En quelques secondes, Aditya s'est effondré. Son rire s'est arrêté. Il est tombé au sol de douleur
l'horreur tandis que ses collègues se précipitaient. D'abord confus, puis terrifiés. Ils l'ont rapidement emmené à un hôpital voisin. Les médecins ont effectué des tests et ont été stupéfaits. L'air à haute pression était entré dans le corps d'Aditya avec une telle force qu'il avait causé de graves dommages internes. Ses intestins étaient rompus et son état était critique. Les équipes médicales ont fait tout leur possible, mais les dégâts étaient trop importants. Au cours des 15 jours suivants, Aditya s'est battu pour sa vie, mais son état s'est aggravé. Le 18 septembre 2018, il est décédé à l'hôpital. Les médecins ont confirmé que la cause du décès était des blessures internes dues à l'air comprimé. La pression d'air destinée à nettoyer les machines lourdes avait déchiré ses organes. Ces 2 dernières semaines ont été remplies d'une douleur qui aurait pu être évitée. La vidéo de surveillance de l'usine a clairement montré ce qui s'était passé. Ce n'était pas un accident, c'était un acte d'imprudence. Rakesh, réalisant la gravité de son geste, a fui immédiatement et est porté disparu depuis. La police a lancé une chasse à l'homme, mais selon les derniers rapports, il est toujours en fuite. Des témoins ont confirmé que Rakesh avait ri tout en utilisant le tuyau sur le dos d'Aditya avant d'aller trop loin avec la farce. Qu'il ait eu l'intention de nuire ou non, ce qui a suivi a été catastrophique. Le type d'air comprimé utilisé dans de telles usines est extrêmement puissant. Il est conçu pour nettoyer des machines, pas pour être utilisé sur des personnes. L'air peut voyager à des vitesses très élevées, et lorsqu'il est dirigé vers un corps humain, surtout à un endroit vulnérable, il peut causer des blessures mortelles. Dans le cas d'Aditya, il s'est dilaté rapidement, déchirant des organes qui n'étaient pas conçus pour supporter une telle pression. Des incidents comme celui-ci ne sont pas inédits. Partout dans le monde, des farces similaires sur le lieu de travail ont abouti à une tragédie. Mais ce qui fait que l'affaire d'Aditya se démarque, c'est à quel point cela a été soudain et grave. À un moment donné, il riait avec son superviseur. L'instant d'après, sa vie lui échappait. Après que la vidéo se soit propagée en ligne, de nombreuses personnes ont été horrifiées. La vidéo a montré à quelle vitesse quelque chose qui semblait inoffensif pouvait devenir mortel. Elle a soulevé des discussions en Inde et au-delà sur la sécurité au travail, le bizutage et les comportements insouciants. La famille d'Aditya a été dévastée. Il était parti de chez lui pour une autre journée de travail normale et n'est jamais revenu. Pour aggraver les choses, l'homme responsable avait disparu. La fonderie a fait peu de déclarations publiques, mais les travailleurs qui ont été témoins de l'événement ont été profondément traumatisés. Ils avaient tout vu se produire en quelques secondes, du rire à la tragédie. Aujourd'hui, l'histoire d'Aditya Jadhav est considérée comme l'une des morts au travail les plus troublantes de mémoire récente. Ce qui a commencé par des rires entre collègues s'est terminé par l'horreur. Une décision imprudente, une seconde de négligence a coûté la vie à un jeune homme et a laissé sa famille à la recherche de justice, tandis que l'homme qui en est responsable est toujours introuvable. C'était le 19 janvier 2020 à Temescal Valley, en Californie. 6 garçons passaient la nuit ensemble lors d'une soirée pyjama pour célébrer l'anniversaire de Jacob Ivascu, 16 ans. Ils avaient passé la soirée à rire, à parler et à profiter du temps passé ensemble. Plus tard dans la nuit, l'un d'eux a suggéré de faire une farce, un ding-dong ditch, sonner et s'enfuir. Vers 22h30, ils ont choisi une maison à proximité. Cette maison appartenait à Anurag Chandra, 42 ans. Un garçon a couru jusqu'à la porte de Chandra, a sonné et est retourné à leur Toyota Prius où les autres attendaient. À l'intérieur, la femme et les 2 filles de Chandra étaient chez elle. Plus tard, au tribunal, Chandra a affirmé que la farce était plus qu'une simple sonnerie de porte. Il a dit que l'un des garçons avait frappé fort à la porte et agi de manière inappropriée, lui faisant craindre pour la sécurité de sa famille. Mais les enquêteurs ont déclaré plus tard que peu importe ce qui s'était passé à la porte, les actions suivantes de Chandra allaient bien au-delà d'une réponse raisonnable. Quelques instants après le départ des garçons, Chandra est monté dans son Infiniti Q 50 2019 et a commencé à les suivre. Dans la Prius se trouvaient Jacob, Daniel Hawkins et Drake Ruiz, tous âgés de 16 ans, ainsi que Joshua, le frère de Jacob 14 ans, Joshua, le frère de Daniel 13 ans, et leur ami de 18 ans, Sergio Campuzano, qui conduisait. Alors qu'ils se dirigeaient vers Temecula Canyon Road, à environ 95 km au sud-est de Los Angeles, ils ont remarqué l'Infiniti de Chandra derrière eux. Sergio a dit plus tard qu'ils étaient terrifiés car Chandra conduisait de manière agressive et ne voulait pas reculer. Puis c'est arrivé. La voiture de Chandra a percuté l'arrière de la Prius, non pas une, mais 2 fois. Les enquêteurs ont déclaré plus tard que Chandra avait atteint des vitesses proches de 160 km/h avant le dernier impact. La collision a fait sortir la Prius de la route où elle a percuté un arbre, puis un poteau électrique. Il était juste avant minuit. Les premiers intervenants sont arrivés et ont découvert une scène dévastatrice. La Prius était presque détruite. 3 garçons, Jacob, Daniel et Drake, étaient piégés à l'intérieur. Les 3 autres
ont réussi à s'échapper mais étaient blessés. Sergio a dit plus tard qu'il avait eu un trou noir et s'était réveillé par terre, désorienté. Un garçon a été déclaré mort sur place. Les deux autres sont décédés à l'hôpital. Les adolescents survivants ont subi de graves blessures, dont une fracture des vertèbres et une commotion cérébrale. Tous étaient profondément traumatisés. Chandra ne s'est pas arrêté. Il est rentré chez lui, quittant le lieu de l'accident. Mais un témoin qui a vu la collision l'a suivi et a appelé la police. Les policiers ont trouvé son Infiniti endommagé près du lieu de l'accident et l'ont arrêté peu de temps après. La patrouille routière de Californie a déterminé que ce n'était pas un accident aléatoire. Le lieutenant David Yaley a déclaré que c'était intentionnel. Les preuves montraient que Chandra avait délibérément percuté la Prius. Il a été accusé de 3 chefs de meurtre au premier degré et de 3 chefs de tentative de meurtre. Chandra a plaidé non coupable. Son avocat a affirmé qu'il avait eu peur pour sa famille et n'avait jamais eu l'intention de causer de préjudice, ajoutant qu'il avait consommé 12 bières cette nuit-là. Mais les procureurs ont affirmé que les preuves étaient claires. Les actions de Chandra étaient délibérées. Les 6 garçons fréquentaient l'église et l'école Olive Branch à Corona et faisaient partie du groupe de jeunes de l'église évangélique libre de North Point. Ils étaient très aimés et réputés pour leur gentillesse. Leur famille était dévastée. La mère de Jacob, Ramona, a dit que son fils aurait souhaité le pardon. Le père de Daniel, Craig, a dit qu'il ne voulait pas que l'on se souvienne des garçons comme d'une simple statistique de plus. Le père de Drake, Billy, a dit que leur foi les avait aidés à choisir le pardon. Après la tragédie, des pages GoFundMe ont été créées pour soutenir les familles. L'une d'elles, pour la famille Ruiz, a recueilli plus de 15 000 $. Ils ont également créé un site web commémoratif pour honorer les garçons. Le procès de Chandra a commencé en 2023. Le 28 avril, après 3 heures de délibération, le jury l'a déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Le procureur du comté de Riverside, Mike Hestrin, a qualifié l'affaire de tragédie horrible et insensée. Le 14 juillet 2023, Chandra a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lors du prononcé de la sentence, les familles ont pris la parole, les larmes aux yeux. Le père de Daniel a déclaré « Le trou dans nos cœurs suite à la perte de notre fils est stupéfiant. L'histoire a touché des gens bien au-delà de Temescal Valley. Beaucoup ont dit que cela avait changé leur façon de voir la vie, de chérir plus profondément leurs proches. » 3 jeunes vies ont été perdues cette nuit-là à cause d'un moment de colère extrême d'un seul homme. Les garçons ne faisaient qu'une farce inoffensive. Mais cette nuit-là a changé des familles pour toujours. Jacob Ivascue, Daniel Hawkins et Drake Ruiz, tous âgés de 16 ans, ne sont pas seulement commémorés pour la façon dont ils sont morts, mais pour la façon dont ils ont vécu. C'était le 31 octobre 1998 dans le Bronx, à New York. Carl Jackson, un homme de 21 ans, a décidé de faire quelque chose de différent cette année-là. Il restait généralement chez lui à l'Halloween parce qu'il trouvait cela trop dangereux. Mais cette nuit-là, il voulait rendre la soirée spéciale pour sa petite amie, Darlene, et son fils de 9 ans, Clyde. Il a donc proposé de les emmener à une fête d'Halloween. Carl venait d'avoir 21 ans quelques semaines plus tôt. Il était concentré, gentil et avait un bon emploi de programmeur informatique chez Morgan Stanley, élevé dans le Bronx par une infirmière et un postier. Il était connu pour être calme et responsable, le genre de personne qui évitait les ennuis. Après avoir assisté à une fête d'Halloween pour enfants, Carl prévoyait de déposer Clyde chez une babysitter avant de se rendre avec Darlene à un autre événement, mais ils n'y sont jamais arrivés. Alors qu'ils traversaient le Bronx cette nuit-là, des œufs ont soudainement frappé la voiture de Carl. Un groupe d'adolescents à proximité avait commencé à en lancer. C'était exactement le genre de farce imprudente contre laquelle Carl mettait toujours en garde. Quelque chose qui pouvait sembler inoffensif, mais qui pouvait facilement mener au danger. Carl s'est arrêté, il est sorti et s'est dirigé vers le groupe. Des témoins disent qu'il leur a parlé brièvement, leur demandant probablement d'arrêter. Il n'y a pas eu de bagarre, pas de lutte physique. Après un bref échange, Carl a fait demi-tour et est monté sur le siège passager, pensant probablement que c'était fini, mais ça ne l'était pas. L'un des adolescents, Curtis Sterling, 17 ans, n'a pas lâché l'affaire. Il est monté dans sa propre voiture et a commencé à suivre Carl et Darlene. Peu de temps après, Curtis les a rattrapés, a sorti une arme à feu et a tiré un seul coup sur Carl. Le coup a été fatal. Darlene et Clyde étaient toujours dans la voiture. Il n'y a eu ni bagarre, ni course-poursuite, juste un moment de colère qui a mis fin à la vie d'un jeune homme. Le père de Carl a déclaré plus tard au New York Times « Une jeune vie a été perdue pour rien ». Il a dit que Carl avait toujours évité l'Halloween parce qu'il savait à quel point la nuit pouvait être imprudente. Cette année-là, il a fait une exception et cela lui a coûté la vie. La mère de Carl, Gloria Jackson, a déclaré qu'il avait fallu 2 ans à la famille avant de pouvoir même parler de ce qui s'était passé. La perte était insupportable. Elle a dit « Nous n'aurions jamais pensé que quelque chose comme ça puisse arriver à notre famille, surtout un jour férié pour quelque chose d'aussi insensé. » Curtis Sterling a été arrêté peu après. Il a été reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison. Chaque Halloween depuis, Gloria Jackson lui envoie une carte qui dit la même chose « Je suis contente que vous soyez toujours là. » L'histoire de Carl a profondément affecté la
communauté du Bronx. Mais ce n'était pas le seul cas de ce genre. Entre 1984 et 2010, au moins 24 personnes à New York ont été gravement blessées ou ont perdu la vie lors d'incidents liés au lancer d'œufs. En 1994, un homme à Brooklyn a été atteint par des œufs lancés par un groupe de garçons. Il a réagi en attaquant l'un d'eux, un enfant de 12 ans qui n'a pas survécu. En 1996, un garçon de 10 ans a reçu une balle dans le cou lors d'une bataille d'œufs à l'Halloween. Et en 2005, Joseph Padro, 31 ans, a été tué après avoir poursuivi des adolescents qui avaient lancé des œufs sur son véhicule. Le tireur dans cette affaire n'avait que 15 ans. Toutes ces affaires ont suivi le même schéma, une farce qui a tourné à l'irréversible. L'histoire de Carl Jackson se distingue par sa prudence. Il n'a ni combattu ni menacé qui que ce soit. Il a simplement demandé le respect et s'est éloigné. Son ami d'enfance, Jamal Fleming, se souvenait de lui comme d'un homme calme, respectueux et intelligent. Ils étaient allés à l'école ensemble dans le Bronx et Carl avait continué à se bâtir une carrière stable dans la technologie. Jamal, qui avait déménagé à Washington DC à ce moment-là, est rentré chez lui pour assister à ses funérailles. Il a dit que c'était déchirant de perdre quelqu'un qui faisait tout correctement. L'une des dernières photos de Carl le montre avec sa mère, célébrant son anniversaire au Red Lobster. Tous deux sourient, ignorant que ce serait leur dernière photo ensemble. La perte n'a pas seulement coûté une vie, elle a brisé le cœur de tous ceux qu'il connaissait. Tout cela à cause d'une farce imprudente qui a dégénéré. Carl Jackson avait 21 ans, un fils, un ami, un partenaire, parti en quelques secondes. Chaque Halloween depuis, sa mère maintient sa mémoire vivante, rappelant à tous qu'un seul acte d'insouciance peut tout changer. C'était le 16 mai 2006 à Dallas au Texas. Ce matin-là, les enseignants et le personnel du lycée Lake Highlands High School se sont réunis dans le salon pour ce qui semblait être une simple gâterie, des muffins aux graines fraîchement cuits. En quelques heures, cette gâterie allait envoyer 19 personnes à l'hôpital. Certains ne pouvaient plus marcher droit, d'autres avaient des vertiges, étaient malades et effrayés. Une femme a passé 2 jours entiers à l'hôpital, incapable de s'arrêter de rire, même si son corps tremblait de nausées. Au début, personne ne savait ce qui se passait. Puis sont arrivées les images de surveillance et le FBI. Ce qu'ils ont découvert était bien plus grave qu'une simple farce. L'affaire impliquait 2 élèves de 18 ans, Ian Walker et Joseph Tinney. Joseph était en dernière année à Lake Highlands High, tandis que Ian étudiait à Bishop Lynch, une école catholique voisine. Les deux étaient des étudiants brillants et appréciés. Alors que l'obtention du diplôme approchait, ils ont planifié ce qu'ils pensaient être une farce amusante de fin d'études. Joseph a cuit les muffins, mais y a secrètement mélangé une substance illégale. La tâche d'Ian était de les livrer. Pour rendre cela crédible, Ian a dit au personnel que les muffins faisaient partie d'un projet de scoutisme, Eagle Scout. Les enseignants lui ont fait confiance et ont mangé les pâtisseries sans suspicion. Peu de temps après, les choses ont mal tourné. En quelques heures, le personnel a commencé à se sentir bizarre. Certains avaient des étourdissements ou des nausées, d'autres étaient confus et paranoïaques. 18 employés ont été emmenés à l'hôpital. L'une d'entre elles était la réceptionniste de 86 ans, Rita Greenfield, qui a été hospitalisée pendant 2 jours. Elle a dit plus tard qu'elle ne pouvait pas s'arrêter de rire, mais qu'elle se sentait mal. « Je ne considère pas cela comme une farce », a-t-elle dit, « cela a causé des chagrins et des ressentiments. » Une autre enseignante, Pamela Carnavas, a souffert de symptômes pendant 10 jours. Elle a dit qu'elle n'avait jamais consommé de substances illégales auparavant et se sentait paranoïaque et mal en point. Au début, l'école ne savait pas s'il s'agissait d'une intoxication alimentaire ou de quelque chose de plus grave. Parce que l'incident impliquait une possible contamination alimentaire dans une école publique, le FBI et une unité spéciale antiterroriste ont été mobilisés. Les enquêteurs ont examiné les images de surveillance montrant Ian livrant les muffins. Des analyses de laboratoire ont confirmé qu'ils contenaient de la marijuana. Peu de temps après, Ian et Joseph ont été identifiés et placés en garde à vue. Chacun a fait face à 5 chefs d'accusation de crime pour agression contre un agent public. À ce moment-là, les accusations entraînaient jusqu'à 10 ans de prison, mais les procureurs ont fait pression pour les aggraver, ce qui aurait pu signifier 20 ans en cas de condamnation. L'affaire a choqué la communauté. Ce n'étaient pas des fauteurs de troubles notoires, c'étaient des étudiants issus de foyers stables. La mère d'Ian, Caroline, a dit qu'elle regardait les nouvelles lorsqu'elle a entendu parler de cet idiot qui avait fait ça, ne réalisant pas que c'était son propre fils. Ian s'est excusé publiquement plus tard. « C'était stupide et enfantin », a-t-il dit. « Je pensais que ce n'était qu'une farce de fin d'études. » En raison de l'incident, il n'a pas été autorisé à obtenir son diplôme avec sa classe. Le 19 octobre 2007, les 2 jeunes hommes ont comparu devant le juge Lana Meyers pour la détermination de la peine. Joseph, qui avait cuit les muffins, a reçu une punition plus sévère, 5 ans de supervision communautaire, 180 heures de service dans un refuge pour sans-abri et plus de 13 000 $ de dédommagement à 5 victimes partagées avec Ian. Ian a écopé de 2 ans de supervision, 80 heures de service communautaire et le même dédommagement. Les deux ont bénéficié d'un ajournement du jugement, deferred adjudication, ce qui signifie que leur casier judiciaire resterait vierge s'ils respectaient toutes les conditions. Mais leur nom était déjà lié à l'incident pour toujours. Au tribunal, tous deux ont lu des lettres d'excuses. Joseph a écrit « Il n'y a aucune excuse pour causer de la douleur aux autres pour un rire ». Ian a dit « Cela m'a ouvert les yeux.
J'ai repensé à chaque choix que je fais et je ne ferai plus jamais rien d'illégal. La procureure Courtney Hopping a déclaré que leurs lettres seraient publiées dans les journaux de leur école. Elle a ajouté que la farce avait coûté au district scolaire 43 500 $ au total. Pour certains enseignants, le résultat a apporté une conclusion. Pamela Carnavas, qui a suggéré que les garçons travaillent dans un refuge pour sans-abri, a apprécié la décision du juge. Elle leur a dit qu'elle ne voulait plus jamais les revoir dans son tribunal, a-t-elle déclaré. Pourtant, certains étudiants de l'école ont continué à rire de l'événement. Pamela a dit qu'elle espérait que les gens comprendraient le véritable impact, non seulement sur les enseignants, mais aussi sur les garçons. 19 membres du personnel ont été hospitalisés. Une femme âgée y a passé 2 jours. Le district a perdu des milliers de dollars. Et 2 étudiants qui pensaient s'amuser ont failli perdre leur avenir. Le FBI, la police locale et une unité spéciale antiterroriste ont tous été impliqués. Ce n'était jamais une simple farce. C'était un acte grave qui a mis des vies en danger. Des années plus tard, lorsque les gens recherchent leur nom en ligne, on se souvient encore d'eux, comme des Muffin Boys. Un moment de mauvais jugement qui a changé leur vie pour toujours.